Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec un avocat Lando associé par VK. On va parler de dialogue social et d'élection professionnelle dans quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine avec les annonces de la Première ministre lors du Congrès des maires. Alors, les contrats de confiance, oui, vont bien ressusciter les contrats de Cahors pour plafonner les dépenses sur les plus grosses des collectivités, oui, mais sans volet sanction, ce qui relativise évidemment l'émoi qui a été suscité par ceci, avec une évolution des dépenses de 0,4 en dessous de l'inflation. Mais bon, là aussi, sans volet sanction. Les filets de sécurité financiers, amortisseurs électricité et autres vont être maintenus, mais simplifiés avec des seuils abaissés. Les gouvernements restent fermes a priori sur la CVAE à suivre. Confirmation du fonds vert, confirmation aussi de la politique en matière de ZAN, mais avec des souplesses à venir en matière de territoire. Prolongation des actions cœur de ville, poursuite et réforme, assouplissement de tout ce qui est ZRR. Soutien gouvernemental au projet de loi sur tout ce qui est sanctions de violence à l'encontre des élus. Sécurisation des événements pendant l'été 2024. Le gouvernement va travailler avec les associations d'élus et le voile se lève un tout petit peu sur la future grande loi décentralisation. Autre annonce, celle du ministre Béchu qui annonce plus d'1 milliard d'euros de prêts verts en plus des 2 millions du fonds vert, et un site qui va être mis en place pour porter et financer les projets de la France des solutions. En matière d'agents et d'élus maintenant, d'abord les agents, la haute fonction publique, on en a souvent parlé, a été réformée, un seul accord pour les administrateurs de l'État, réforme de l'ENA devenue INSP avec suppression, c'est confirmé, du classement de sortie, et donc toute une nouvelle grille, qui dit corps unique, dit nouvelle grille d'indemnisation, rémunération, avec 92 échelons, si ma mémoire est fidèle. Donc toute une série de textes ont été publiés au JO, les voici, pour ces nouveaux éléments de rémunération. Et du coup aussi un peu de progression de carrière. Un arrêt intéressant sur tout ce qui est impartialité et disciplinaire, et puis une nouvelle circulaire de la CNAF sur l'affiliation des élus locaux au régime de l'assurance retraite. Là, sa devancière était de 2014. En matière de contrat, la DAG a lancé une consultation publique sur 2 projets d'arrêté, sur ce que sont les données essentielles des marchés publics et des contrats de concession. Et puis, en matière de responsabilité. Alors, un petit rappel, c'est dans un gros mois qu'entre en vigueur le nouveau régime de responsabilité unique des ordonnateurs, la plupart des ordonnateurs et des comptables, ce qui nécessite de s'adapter à cette échéance, dans un certain nombre de cas d'envisager une assurance, et puis un problème de permanence. C'est qu'on a prévu qu'à cette date, tous les contentieux en cours contre les comptables publics ou les ordonnateurs allaient basculer dans le nouveau régime, relevant donc de la 7e chambre de la Cour des comptes aujourd'hui. Est-ce que c'est constitutionnel que de faire cette bascule ? QPC transmise par la CDBF au Conseil d'État et donc peut-être demain au Conseil constitutionnel sur ce point. En matière de contrôle de légalité, la Cour des comptes se penche sur le contrôle de légalité. Alors, son constat n'est pas très surprenant. Les recommandations de la Cour que voici sont un peu plus surprenantes pour certaines d'entre elles. Un petit peu. En matière d'armes, on a une fenêtre de tir qui s'est ouverte le 25 novembre jusqu'au 2 décembre pour rendre des armes sans se faire sanctionner que l'on aurait hérité ou autre qui ne serait pas déclaré. En matière d'aménagement, grosse actualité. Alors, en zone tendue, on n'a pas d'appel. Le TEA statue en premier et dernier ressort, sauf recours en cassation, pour les jugements à la suite de recours contre les décisions refusant de constater la péremption d'une autorisation d'occupation du sol, un 4+. L'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme peut bien légalement évaluer seule s'il lui faut une évaluation environnementale. Ben oui, mais est-ce que c'est légal ? Oui, nous dit le Conseil d'État en raison des garanties propres à cette procédure, notamment l'avis conforme de l'autorité environnementale. Les sas d'entrée ne sortent pas ni des métraits à prendre en compte pour l'urbanisme commercial, ni de l'assiette pour la TASCOM. En matière d'éolien maintenant, la possibilité d'une annulation partielle ne sera examinée que si elle est demandée. Ce n'est pas à soulever d'office par le juge. Et éolien toujours, mais cette fois-ci sur les procédures de mise en concurrence, le Conseil d'État valide dans son principe le système de procédure d'amélioration de l'offre du candidat. Donc le fait de relancer, un peu comme au poker, c'est validé par le Conseil d'État. Dans son principe, et après ça peut être une procédure difficile à piloter pour éviter justement que ça ne dérape. Et puis les mini-brèves, que voici, n'hésitez pas à mettre sur pause, et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, refonder le dialogue social après les élections professionnelles, masterclass RH public. Devant nous, nous avons les élections professionnelles, d'accord, la refondation du dialogue social, certes, qui va en résulter
à la marge, mais c'est un déclencheur. Alors, notre partenaire VK a lancé un nouveau régime de masterclass en matière de RH. La première s'est tenue en accès gratuit et sans abonnement le vendredi 18 novembre 2022. Bon, moi le lundi, j'ai regardé ça ensuite et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, au-delà du fait de vouloir faire plaisir à notre partenaire, je me suis dit qu'il était intéressant de vous donner d'abord l'adresse internet, vous pouvez le regarder à titre gratuit et sans engagement, et puis aussi d'écouter ce que nous en ont dit, d'une part mon associé Guillaume Glénard qui y participait, et d'autre part Madame Émilie Nicot, DRH adjointe à Rennes, Ville et Métropole et CCAS. Regardons ce qu'ils ont à nous dire, avec donc l'adresse que voici. Premier élément, j'ai pris un extrait où il était question des fondamentaux à ne pas manquer pour élaborer le règlement intérieur de ce futur CST. Peut-être je dirais juste pour le cadrage juridique, il y a une règle importante qu'il faut, quand on parle de règlement intérieur, c'est que c'est toute un peu l'ambiguïté de cette notion de règlement intérieur, c'est que le règlement intérieur ne doit rien ajouter aux textes légaux et réglementaires. Donc en même temps, s'il ne doit rien ajouter, à quoi sert-il? C'est toute la question. On va dire que le règlement intérieur a un avantage quand même, c'est de synthétiser peut-être l'ensemble des règles applicables et d'avoir un document unique que tout le monde peut consulter et auquel on peut se référer. C'est le grand avantage du règlement intérieur. Et d'avoir de la transparence en continu, quels que soient les départs, les arrivées au sein d'une organisation syndicale. Par ailleurs, sur peut-être les conseils, effectivement, la loi précise pas mal de choses sur ces aspects-là, mais je pense que c'est plutôt de l'appropriation qui est nécessaire. Ça fait un petit peu office de sensibilisation. Donc c'est de les travailler avec les organisations syndicales en amont des élections pour se donner de la lisibilité, surtout que ce sont des nouvelles instances. Donc déjà de pouvoir apporter les évolutions légales en termes de sens, de pouvoir se mettre d'accord, puisque par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'organisations syndicales étaient inquiètes de la disparition des CHSCT. Donc quelle est la place que l'on donne aux discussions autour des conditions de travail, de la sécurité et de la prévention? Comment est-ce qu'on s'organise en interne d'un point de vue concret en amont même de ces instances, c'est-à-dire quelles sont l'organisation concrète qu'on se donne sur les sujets vont être évoqués dans le cadre de telle instance, mais en amont, on va se donner tel calendrier, telle méthode, on se donne la possibilité ou pas d'utiliser l'accord collectif, etc., etc. Donc c'est surtout de le faire avec les organisations syndicales pour définir un petit peu ensemble nos lignes de partage. Presque une heure après, ils abordent, le tout fait un peu moins de 2 heures, une nouveauté issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, les accords collectifs peuvent contenir des mesures réglementaires. Comment gérer cette nouveauté? Voici quelques extraits à ce propos que j'ai trouvé intéressants. Il y a une innovation de la loi de transformation, c'est de prévoir que, ce qui n'était pas le cas auparavant, que les accords collectifs énumérés par le Code général de la fonction publique peuvent contenir des mesures réglementaires ou qui engagent l'administration. Donc ça, c'est vraiment un point très important que l'existence de ces clauses réglementaires. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment s'appliquer. Alors qu'autrefois, lorsqu'on négociait un accord, on pouvait, par exemple sur le temps de travail, il y avait des accords souvent qui étaient négociés, et puis après, de toute manière, le temps de travail, c'était une compétence de l'organe délibérant. Donc, quel que soit le contenu de l'accord, si l'organe délibérant décidait de faire autrement, c'était lui qui était l'autorité compétente. L'accord, c'était un dialogue social qui existait, mais qui n'était pas contraignant. Là, c'est quand même une autre affaire. C'est vraiment une autre affaire, et on va dire qu'en termes le dialogue social, c'est l'enjeu du dialogue social et on va dire un petit peu accru par cet aspect-là, parce qu'il y a désormais un élément juridique. Jusqu'ici, c'était évidemment politiquement c'était contraignant. Si on signait un accord, il fallait que celui-ci soit suivi ensuite dans les faits par l'adoption des actes administratifs correspondants. Mais aujourd'hui, c'est l'accord lui-même qui devient un acte administratif. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et écoutons maintenant Émilie Nicot quand, quelques minutes après, elle aborde les implications de tout ceci pour la mise en œuvre du dialogue social. Pour temporiser ou pas d'ailleurs, mais il faut quand même avoir un mandat politique pour pouvoir bénéficier mettre en œuvre et aller vers les organisations syndicales sur un accord réglementaire. Donc dans les faits, même s'il y a bien effectivement une évolution légale, je ne sais pas si ça va énormément changer les choses d'un point de vue opérationnel au sein de nos collectivités, puisqu'il faudra bien toujours discuter et avoir l'accord de nos élus en amont
pour avoir le mandat et ensuite en référer sur l'état du contenu de l'accord. Donc je ne sais pas si c'est si révolutionnaire que ça. Par contre, en termes de sens, ce que j'y vois, c'est quand même la professionnalisation et la confiance qu'on peut donner aux politiques RH et au dialogue social. Puisqu'on donne quand même la possibilité de s'organiser en interne pour créer un accord qui aura valeur réglementaire. Enfin, et peut-être que c'est après, donc auquel cas mea culpa, mais ce qui est intéressant aussi, ce qui est prévu par la loi, c'est l'obligation de faire un comité de suivi, de pouvoir suivre les dispositions qui étaient mises en place par le biais de cet accord collectif. Donc ça veut dire que, toujours dans cette logique de structuration, je pense que c'est vraiment un des enjeux clés de cette réforme-là, c'est nous obliger à nous organiser. On s'est mis d'accord sur quelque chose, ok. Maintenant, c'est comment est-ce que cette décision doit vivre sur la durée. Donc ça, ce qui peut rejoindre aussi sur les fameux bilans qu'on a pu voir en termes de CST, où tous les ans, on doit faire des points d'étape sur quasiment chacune de nos politiques RH sectorielles, et puis faire un comité de suivi, parce qu'on a pu le voir, par exemple, en termes de rémunération, et en dehors du contexte d'inflation, de déjà du point d'indice qui est spécifique à cette année-là, on voit bien qu'en termes de politique de rémunération, on peut faire du one-shot tous les 10 ans. C'est compliqué. Il vaut mieux avoir peut-être une définition de notre politique de rémunération qui s'étale sur plusieurs années, faire des bilans annuels, voir où on en est, etc. pour fluidifier, faire vivre tout simplement nos démarches plutôt que d'y revenir une fois tous les 5 ans, 10 ans, avec des complexités et puis des marges de manœuvre peut-être un peu plus étroites. Donc voilà, la semaine prochaine, on aura un dossier et une interview plus classique. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.